Nous sommes vraiment très chanceux parce qu'on ne peut pas transmettre notre message important sans l'aide d'alliés. On a demandé à Alan Craig, sondeur et analyste politique, l'un des plus connus au Canada, à venir prendre la parole. Vous le connaissez sans doute grâce à sa participation au panel At Issues à la Société Radio-Canada avec Peter Mansbridge. Tes perspectives et tes opinions sont vraiment incroyables. Il a travaillé dans plusieurs domaines, le sondage, la consultation, la radio-télédiffusion. Il a même été sondeur pour le Parti conservateur fédéral. Bon, on ne t'en tiendra pas rigueur. On ne t'en tiendra pas rigueur. Ah bon, voilà, c'était dans mes notes. Parce que tu as prouvé toutes les semaines sur SRC que tu n'es pas partisan, que tu es un original, un indépendant, que tu ne crains pas la vérité. Et ces dernières semaines, tu as fait des déclarations très intéressantes. Entre autres, l'article que tu as écrit, l'agression contre la raison. Alan, ça a été un pavé dans la mare, un cri de ralliement pour tous les Canadiennes et Canadiens. Je vous encourage à prendre connaissance de cet article sur Internet. L'agression contre la raison. C'est une déclaration courageuse d'un Canadien patriote au sujet du déclin de la démocratie et les problèmes de la politique de division négative. Je vais le citer, si vous me le permettez, et c'est Alan que je cite. Une citoyenneté divisée qui a peur va lutter contre l'incertitude en protégeant son propre territoire. Les politiciens exploitent cette division. En choisissant un côté, ils offrent des solutions simplistes pour solutionner ou composer avec ces peurs, plutôt que de tenter d'en arriver à un consensus. Et d'en arriver à un consensus fondé sur la raison, ce qu'on voit trop souvent en politique, c'est la politique de la polarisation qui est très partisane et dogmatique. Ça résume bien la chose. Et ça explique en fait le bourbier dans lequel nous nous trouvons. Nous avons invité Alan à nous parler du mouvement syndical, de son avenir et comment les Canadiens entrevoient les syndicats. Ce n'est pas surprenant, évidemment, que les ennemis sont souvent décrits par les employeurs et la gente politique et même certains analystes comme étant l'ennemi public numéro un. Je pense à Kevin O'Leary. C'est surprenant que quelqu'un comme ça est diffusé. Mais Alan a sondé les Canadiens avec attention et ces résultats vous surprendront peut-être et peut-être même vous inspireront. Donc veuillez accueillir Alan Craig qui a un message inspirant, un message d'espoir. Alan Craig, bienvenue chez Unifor. C'est un honneur singulier pour moi d'être ici lors de ce week-end de la Fête du Travail à titre d'invité pour participer à votre congrès historique. Merci beaucoup de cet honneur. Bon, c'est un honneur, mais quand Ken m'a appelé, je me suis demandé pourquoi il m'invite. Je ne suis pas un expert dans le mouvement syndical, je ne suis même pas syndiqué. La première conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'était assez déprimant. Je me suis dit qu'au cours de ma carrière, je suis souvent passé à la télévision. Bon, ce n'est pas vain, parce que ceux qui passent à la télévision assez régulièrement vont vous dire que ça peut être très humiliant. Mais la télé, évidemment, vous donne un rang d'autorité. Et plus on apparaît à la télévision, vous allez comprendre que cette autorité est bizarre, pas seulement parce que ça défie votre talent ou définit votre talent, mais ça en fait définit ou défie la logique. Depuis quelques années, je me retrouve à improviser et on est censé prévoir l'avenir, on est censé être clairvoyant et décrire l'avenir. Je vais vous donner un exemple du ridicule de la chose. Mettons que le président américain
Trudeau, le premier ministre canadien et le président de la Chine les fait venir, que Dieu les fait venir au ciel, et il a dit c'en est assez, il y a des tensions raciales, on a marginalisé le mouvement syndical au Canada. Vraiment, c'est terrible, dit Dieu, et il a pris la décision de détruire l'humanité dans 2 semaines et de recommencer à la case départ. Et c'est à ces 3 individus maintenant de préparer le peuple pour l'apocalypse. Et Peter me dira, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, vous allez comprendre, on essaie de comprendre les invités, l'agent politique, et il faut essayer de deviner ce que nous réserve l'avenir. Bon, je connais pas très bien le président de la Chine, mais c'est quelqu'un qui va sans doute dire, mesdames et messieurs, j'ai de mauvaises nouvelles et des nouvelles qui sont encore pires. La mauvaise nouvelle, c'est que je viens de découvrir que Dieu existe. Et ce qui est encore pire, il n'y aura pas de Chine dans 2 semaines. Barack Obama, c'est un type très nuancé, c'est des zones grises. Donc, je pense qu'il va passer à la télévision en disant j'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que je viens de découvrir que Dieu existe. La mauvaise nouvelle, c'est que dans 2 semaines, il n'y a plus d'États-Unis d'Amérique. Le premier ministre Stephen Harper, lui, il est un peu différent. C'est pas un type qui est vraiment naturel, et il a tendance à être assez partisan, et je crois que cela n'est pas sain pour son image. Et ses conseillers vont lui dire, Premier ministre, il est important aujourd'hui que vous essayiez de présenter la meilleure image possible, et je pense que Stephen Harper va passer à la télévision, il va dire, mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle et une meilleure nouvelle. La bonne nouvelle, Dieu pense que je suis un leader mondial. Et la meilleure nouvelle, Justin Trudeau ne sera jamais premier ministre de ce pays. Bon, je ne suis pas venu ici pour vous parler de la télévision. Je suis ici parce que récemment, j'ai parlé des tendances dans le monde politique, et je crois que cela menace les fondements qui nous tiennent clairs. Le gouvernement se sert de dogma, de méthodes dogmatiques. Et ce qui est encore plus troublant pour un sondeur, c'est que les Canadiens semblent non seulement accepter cela passivement. Bon, je ne suis pas syndiqué et je vais maintenant présenter la chose d'une autre perspective. Mais je crois que vous et moi avons des intérêts afin de lutter contre cette tendance. J'ai passé toute ma vie professionnelle en tant que chercheur. J'essaie de comprendre le rapport qu'il y a entre la cause et l'effet. Et à ce titre, au cours des dernières années, j'en suis arrivé à la conclusion que le progrès d'une société est le fruit de politiques illuminées. Mais à la fin, ce n'est pas seulement le désir d'avancer, de progresser qui est important, mais on peut progresser grâce à des politiques justement éclairées, et on sait que cela ne peut se produire que quand on a un bon entendement d'un problème à solutionner. Il nous faut des preuves, des raisons, de la logique. Cela est sine qua non d'une bonne politique, mais de bon gouvernement. Le gouvernement fédéral, en juillet 2010, a décidé de mettre fin au recensement, le long formulaire de recensement. On a dit que de poser des questions au sujet de combien de salles de toilette vous avez dans votre domicile était une façon de s'ingérer dans la vie privée des citoyens. On peut se demander comment la connaissance du nombre de toilettes pourrait en fait mettre en péril votre confidentialité. Mais aucun propriétaire de toilette s'est jamais objecté à ces questions. Cela ne menaçait pas leur vie privée. En tant qu'usager de recensement,
Je savais jusqu'à quel point ces données étaient importantes, non seulement pour compter le nombre de toilettes, mais l'évolution démographique et la qualité de vie. Comment peut-on déterminer, par exemple, combien d'unités domiciliaires on a besoin, à moins qu'on ne sache combien de gens ont besoin de tel domicile? Comment peut-on évaluer le coût d'un domicile abordable, à moins qu'on ne connaisse les revenus? Pourquoi ne voudrait-on pas ces données afin de prendre bonne position en disant que les droits à la vie privée sont violés alors que personne ne s'est déjà objecté? Je me suis dit, est-ce que c'est par accident qu'on s'objecte à cela ou est-ce que c'est le canari dans la mine? Et puis ensuite, il y a eu le registre des armes à feu. Le gouvernement fédéral l'a supprimé malgré le fait que tous les chefs de police du pays disaient que c'était important pour leur travail. On a gardé promesse. Ou est-ce que c'était autre chose qui motivait cette décision? Puis ensuite, on a promis de construire beaucoup de prisons, ce qui allait à l'encontre des éléments de preuve qui démontraient que le crime était à la baisse. Des constructions très onéreuses, mais évidemment, le gouvernement voulait démontrer qu'il est dur sur le crime. On pouvait comprendre l'idéologie, mais il fallait quand même se demander, est-ce que c'est une bonne décision quand même? Et puis ensuite, il y a eu le budget post-stimulation de l'an dernier. Je me suis demandé, est-ce qu'il y aura autre chose que de l'opportunisme politique? Le gouvernement, on le savait, ne voulait pas dépenser encore plus comme il avait fait en 2008-2009 et étant donné que l'on voulait rééquilibrer les budgets, on a conclu qu'on allait nous présenter un budget d'austérité. Mais le gouvernement voulait couper 19 000 emplois de la fonction publique, 6 %. C'était peut-être un peu draconien, mais sachant ce que nous savions, ce n'était pas surprenant. Dans ce budget, on a aussi annoncé qu'on allait rationaliser les évaluations environnementales et que les pouvoirs des responsables allaient être supprimés en bonne partie. Étant donné la priorité du gouvernement en matière d'environnement, ce n'était pas surprenant, évidemment. Mais quand les coupures ont commencé à être appliquées après le budget, il était clair qu'il y avait autre chose qui prenait forme. D'abord, il y avait les gens de Statistique Canada. Pas 6 %, mais 50 % des employés de Statistique Canada ont vu leur emploi menacé. 20 % de la main-d'œuvre aux Archives du Canada ont reçu un avis que leurs emplois étaient menacés, ce qui a été décrit par le Globe and Mail comme une lobotomie de la fonction publique. On a coupé 6038 positions à Parc Canada, des scientifiques et des scientifiques sociaux. La table sur l'environnement, le conseil sur le bien-être et sur l'atmosphère. Tous ces conseils ont été anéantis. Des économies de 7,5 millions de dollars. Le lac expérimental ou le centre des lacs expérimental qui nous a permis de mettre fin aux pluies acides il y a 3 décennies et qui était le fruit de recherches importantes devait être fermé, bien que les gouvernements de l'Ontario et du Manitoba ont tenté de sauver ce centre. Son avenir n'est pas garanti pour des économies de 2 millions de dollars. Et puis ensuite, un laboratoire au Nunavut attend le même sort. Les centres pour mesurer les émissions polluantes devaient aussi être abolis pour des économies de 600 000 $. Et contre les conseils de quelques 625 scientifiques dans le domaine des pêches et 4 anciens ministres des pêches, tout le monde disait que c'était scientifiquement impossible à faire. La réglementation des pêches devait se limiter seulement au stock qui était d'une valeur humaine sans le définir.
Pour faire pire, ces amendements ont été enchâssés avec 68 autres lois dans un document budgétaire pour qu'aucun de ces éléments puisse être révoqué. De l'autre côté, il y avait une augmentation de dépenses pour l'Agence Revenu Canada qui a reçu 8 millions de dollars de plus dans son budget pour avoir plus de ressources afin de pouvoir enquêter sur les activités financières des organismes sans but lucratif. Bon, là, les faits commençaient à être plus clairs. Ce n'était pas, en fait, le fruit du hasard. C'était une tentative délibérée de supprimer des activités qui étaient auparavant des gestes légitimes du gouvernement, c'est-à-dire de se servir de la recherche des preuves pour nous guider dans nos politiques. C'était aussi une forme d'élimination de tous ceux qui pouvaient se servir de ces faits et de ces preuves pour remettre en question les politiques gouvernementales. J'ai fait le gros de cette recherche à l'automne dernier, mais depuis, il y a eu très peu dans le comportement de ce gouvernement qui suggérait qu'ils vont abandonner ces tendances prochainement. Il y a 4 mois, le Canada est devenu le seul pays de 194 pays à se retirer de la Convention des Nations unies pour combattre la désertification, un programme qui a été mis sur pied afin de trouver des solutions aux sécheresses. On disait ce n'était qu'en fait des réunions qui ne donnaient rien et en se retirant, le gouvernement a pu faire des économies. Vous savez combien? 315 000 $, c'est-à-dire à peu près 1 cent pour chaque payeur de taxes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai confiance en la logique des Canadiens et Canadiennes. Et je me dis que si je leur demandais à chaque Canadien et Canadienne 1 cent pour combattre la désertification, on me dirait que c'est une bonne dépense pour les contribuables. Et tout cela nous a acheté quoi? Eh bien, Robert Fowler, l'ancien ambassadeur canadien aux Nations unies, a dit que l'abandon de cette convention représentait en fait un départ. En fait, on cessait d'être un citoyen mondial. La désertification représentait une véritable menace pour les plus pauvres du monde et que c'était tout à fait incompréhensible. C'est peut-être incompréhensible pour Robert Fowler, mais je crois que Maud Marleau du Conseil des Canadiens avait une bonne idée des motifs qui sous-tendaient cette décision quand elle a déclaré tout ce qui peut mener à des preuves que la planète est en crise. On ne veut pas l'entendre. Le gouvernement ne veut pas l'entendre, ne veut pas ces renseignements. Plus récemment, à nouveau, l'Université de Victoria, la clinique en droit, a demandé au commissaire de l'information de faire une enquête. Les scientifiques étaient muselés, ce qui déprivait les citoyens des renseignements et qui approuvissait donc un débat important. Typiquement, quand on abandonne la raison, eh bien c'est jumelé non seulement avec une orthodoxie simpliste, mais aussi accompagné de la diffusion de l'information erronée. Et on remarque cela de plus en plus chez nos législateurs. Revoyons les projets de loi récents qui seront adoptés. Cela vous donne une idée des projets orwelliens. Le projet de loi C5 s'intitulait la loi pour la continuation du transport aérien, mais on n'offrait aucune garantie. En fait, on continuait d'accorder un contrat indéfini à un des syndicats en transport et on limitait les lock-outs ou les grèves. En fait, ce n'était qu'un projet de loi sur 4 lors du dernier Parlement qui menaçait ou qui ont forcé des syndicats à retourner au travail avant même que les travailleurs n'aient l'occasion d'exercer leur droit de grève. Le projet de loi C10, loi pour mettre en vigueur la loi sur les victimes d'actes de terrorisme. On sait qu'il y a eu plus de noyades dans les
piscines que de victimes de terrorisme. On bâtit plus de prisons. On s'attaque aux fumeurs de pot. Et puis, le projet de loi 17 qui a démantelé le Conseil canadien des céréales. Un autre projet de loi qui reprend le Stand Your Ground, la loi Stand Your Ground aux États-Unis, le projet de loi C-30 et le projet de loi pour protéger les enfants contre les prédateurs sur Internet. Et il force les services Internet de remettre à la police sans mandat le nom des usagers. Et Vic Days, le ministre, a dit « Vous êtes soit avec nous ou avec les pornographes ». Mais dans tout cela, il y avait un projet de loi qui avait un titre très simple, le projet de loi C-377, une loi pour amender la loi de l'impôt, mais comme le reste, ce projet privé avait des objectifs bien précis de forcer tous les syndicats à publier des états financiers très détaillés afin de pouvoir attaquer les syndicats. Ce projet de loi a déjà été adopté par la Chambre des communes et n'eût été des efforts de USIGO au Sénat, ce serait déjà une loi aujourd'hui, ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui est déconcertant, à mon sens, c'est pas seulement l'essence même de ces projets de loi. Bien sûr qu'on pourrait en débattre, mais pourquoi le gouvernement voudrait-il cacher l'essence même? Bon, peut-être que démanteler la Commission canadienne du blé ou mettre un terme à la négociation collective ou d'incarcérer ceux qui fument de la mariée, c'est une bonne chose. Mais avant d'en arriver à pareille décision, que l'on examine les faits, que l'on en débatte et que l'on prenne une décision, et ce, au nom de tous les intéressés, et ce, dans l'intérêt du grand public. Aux électeurs de décider s'ils sont pour ou contre pareille mesure. Pour ce faire, ils doivent savoir ce que se propose de faire le gouvernement. Par ailleurs, le public doit pouvoir s'en remettre à des faits. Et en parlant de projets de loi, en cachant l'intention de ces projets de loi, eh bien, je pense que le gouvernement avoue, sans s'en rendre compte, que ces lois ne tiennent pas debout. Mais je crois par ailleurs que le gouvernement a un programme caché, à commencer par le fait est que le balancier s'est déplacé sur le spectre politique. Vous savez, c'est l'élite urbaine, y compris, soit dit en passant, les dirigeants des syndicats qui ne parlent plus au nom des travailleurs et travailleuses qui habitent dans les banlieues, magasinent chez Canadian Tire et qui se rendent dans les arénas pour que leurs enfants puissent jouer au hockey. Je pense que Stephen Harper et ses petits collègues essaient de redresser ce qui, à leur avis, est un tort et assurer le mouvement du balancier. Mais je pense que ce qu'ils se proposent de faire, eh bien, c'est du jamais vu de la part des gouvernements du pays. Ils sont d'avis que les parcs ne font pas partie d'un écosystème fragile qu'il faut protéger grâce aux scientifiques. Non, les parcs, ce sont pour les touristes, les chasseurs. Et la politique doit être fondée sur la conviction et non pas la statistique. Le gouvernement doit faire en fonction de ce qui, à leur avis, est correct par opposition à ce qui est rationnel. Du point de vue, la science, les statistiques, ce n'est pas des outils dont on peut se servir, mais plutôt des obstacles pour empêcher le mouvement du balancier. Le problème, toutefois, c'est nonobstant un consensus qui est assez répandu pour ce qui est d'en arriver à des budgets équilibrés et en fait l'économie de marché, le libre-échange, comme ça c'est une bonne chose. Eh bien, le public canadien dans l'ensemble continue de croire à la tolérance, au compromis et une société égalitaire. Nous nous estimons responsables des uns et des autres et qu'il appartient à l'État de protéger les moins nantis. Mais ce gouvernement-ci essaie de contourner les choses par opposition à faire preuve de transparence. Voilà qui explique ces tendances à vouloir contrôler le message. Mais même si vous deviez accepter ce que je vous présente comme théorie, si les Canadiens demeurent éclairés, progressistes et ne veulent pas souscrire à cette nouvelle vision politique, comment se fait-il que les Canadiens ne se soient pas rebiffés? Eh bien, la réponse
s'inscrit, en mon sens, dans un problème culturel. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, nous pensions que la prochaine voiture serait plus rapide, la voiture serait plus grande, le chèque de paie serait plus important, et le mouvement syndical a souscrit à cet ethos. Le fait est que le progrès normal et sans limite, ça a engendré des convictions à la grandeur de l'Amérique du Nord. Les gens de ma génération se souviennent, on s'est tous fait dire, vous méritez plus que ça à quoi j'ai eu moi droit. Si vous vous appliquez, si vous êtes industrieux, vous pourrez obtenir ce que vous voulez au pays. Et l'éducation, c'est la clé du succès. Eh bien, ce système de valeurs et l'expérience qui correspond à ce système de valeurs, non seulement se dit-on, voilà, je me tire bien d'affaire sur le plan financier, mais il y a aussi de la bonne volonté. Si le progrès est sans limite, eh bien, le progrès et le succès que vous connaissez ne me gêne en rien, moi. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons que notre société a comme sagesse, eh bien, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, et quelle que soit la prospérité, on ne la partage pas également, et en fait que beaucoup de gens n'ont plus les mêmes occasions que nous avions, dans le sens que de bons sentiments gèrent de bonne volonté, eh bien, dans le sens où l'on se sent menacé, eh bien, on estime que les autres sont lésés. Voilà qui explique que les mouvements tels les indignés ou non à l'immobilisme, qu'on l'a vu dans les rues de Montréal l'été dernier, mais que les travailleurs du secteur privé, des fonctionnaires donc du public, que tous sont des parasites. Une fois que le grand public commence à se segmenter de la sorte, comme quoi c'est nous par opposition à eux, eh bien voilà qui ne peut qu'exacerber la situation, et c'est sonner le glas de notre société. C'est exactement ce qui se passe par les temps qui courent. D'une part, les partis politiques n'estiment qu'il n'est plus nécessaire d'élargir leur base en dehors de leurs commettants inconditionnels. Parce que très souvent, ce sont ces électeurs que l'on pourrait peut-être attirer. Au contraire, il faut dire que ces gens-là ne méritent pas l'attention du parti politique. C'est donc un cercle vicieux. Au risque de me répéter, Ken, les citoyens qui ont peur et qui sont divisés, eh bien, vont vouloir protéger leur territoire. Les politiciens aiment bien la division parce qu'ils se rangent d'un côté ou de l'autre et avancent des solutions faciles pour taire les inquiétudes. Et la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve à se consoler dans ces solutions simplistes. Et plutôt qu'en d'en arriver à des solutions qui sont le fruit d'un consensus, trop souvent ce que l'on voit ces jours-ci, c'est la politique de la polarisation, de la partisanerie et donc une approche dogmatique. Et dans une telle société qui se résume à zéro, eh bien, il y a donc toute la situation telle que je l'ai écrite. Les politiciens imposent des choix qui sont faux au grand public, visant à rassurer le grand public en se rangeant d'un côté par opposition à un autre. Tous dans cette salle savent très bien que les syndicats se trouvent face à la situation. Eh bien, voici un choix qui serait faux. Permettez-moi un exemple. Pour que la classe moyenne puisse prospérer, il faut favoriser les lois de retour au travail. Nous savons tous que c'est un argument qui n'est pas fondé sur le plan logique. En fait, il n'est pas nécessaire d'être économiste pour savoir que de consentir des crédits fiscaux à l'entreprise, c'est pas l'innovation qui assure la prospérité ou la création des emplois. Ce qui assure la prospérité économique et la création d'emplois, c'est que la classe moyenne ait assez de revenus discrétionnaires pour dépenser, pour consommer. C'est ça qui crée des emplois. Si on n'a pas pareille condition, peu importe les crédits fiscaux, peu importe les entrepreneurs, il n'empêche que votre économie va s'arrêter dans ses pans. Ainsi, les lois de retour au travail n'ont aucun sens. Eh bien, voilà ce qui s'est produit. C'est en fait ce qu'on a proposé en Ontario. C'est Tim Hudak, le dirigeant des conservateurs, qui estime que si vous pensez que vous n'avez pas votre juste part des occasions qui s'offrent, eh bien, regardez donc un peu ces syndiqués qui ont de belles pensions. Encore une fois,
C'est une société qui se résume à rien. C'est ça que l'on tente d'exploiter. Comme si le fait que j'ai, moi, une occasion, eh bien, ça vous enlève quelque chose. Comme quoi, moi, j'en obtiendrai plus si j'en enlève à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens, mais c'est là la réalité de cette agression contre la raison. À ce moment-là, on ne fait plus appel à la raison et c'est remplacé par les préjugés et la peur. Les syndicats, plus que d'autres, doivent défendre la raison. Je sais que vous vous sentez sous attaque, que le mouvement syndical a perdu de crédibilité et n'est plus à même de tenir tête à cette situation. Et laissez-moi vous dire, alors que vous n'êtes pas au bout de votre peine, il n'empêche que vous pouvez parvenir au but. Le fait est que si le mouvement syndical a perdu terrain depuis 30 ans maintenant, c'est vrai aussi de toutes les institutions d'autorité. Ce n'est pas comme si la religion, le gouvernement et d'autres sont en meilleure posture que vous ces jours-ci. Et la raison est fort simple. C'est parce que les citoyens et les citoyennes ne veulent plus emboîter leurs dirigeants parce qu'ils n'y croient plus. Ils estiment que leurs dirigeants ne partagent plus leurs valeurs. Et puis encore, qu'ils ne sont pas désintéressés dans ce qu'ils font et qu'ils font sur le dos de ceux qui sont censés servir. Alors, vous n'êtes pas dans une pire situation. Les syndicats ne sont pas dans une pire situation, dis-je, que les autres secteurs d'activité économique. En fait, comme on l'a demandé, comme on l'a fait tout récemment d'ailleurs, alors que nous avons dîné ensemble il n'y a pas si longtemps, qu'il y en ait d'autres, 6 Canadiens sur 10 estiment qu'ils font confiance à leurs dirigeants syndicaux. Eh bien voilà qui est plus que ceux qui ont confiance en les dirigeants de multinationales. 7 sur 10 de ceux qui suivent la politique de près, eh bien, ont confiance dans les dirigeants syndicaux. 2 tiers du public canadien sont d'accord avec le droit à la grève. Et ce qui est intéressant et ce qui est aussi très important, parce que certains ont abandonné, eh bien, c'est encore plus probant pour ceux qui sont âgés entre 18 et 39 ans. Ils y croient au droit à la grève. 7 personnes sur 10 diraient à un jeune que ce jeune doit se joindre à un syndicat. Vous me direz que c'est étonné. Même 56% des électeurs qui appuient le Parti conservateur offriraient le même conseil aux jeunes. 60% de l'électorat est d'avis que les syndiqués gagnent un salaire et ont droit à une pension qui est plus élevée que le Canadien moyen. Mais 70% estiment que les dirigeants syndicaux veulent bien sûr faire avancer les intérêts des membres, mais aussi les intérêts du grand public. Ainsi, enfin, d'une certaine façon, tous ces chiffres sont encourageants. Mais quand on réunit le tout, alors qu'on tente d'approfondir la recherche, eh bien, on voit qu'il y a une tendance qui se dégage, qui est assez étonnante et assez importante. Qu'est-ce qui amène les gens de faire confiance aux syndicats? Qu'est-ce qui amène les gens à croire au droit de débrayer? Ce n'est pas la perception que les syndicats peuvent aller chercher de meilleurs salaires et des avantages pour leurs membres. En fait, plus les syndiqués ont droit à des salaires meilleurs, moins la confiance est grande à l'égard de ces gens et moins grande la chance que ces non-syndiqués se joignent à un syndicat. Parce que là, c'est l'avantage, c'est pour les syndiqués et pas pour monsieur, madame, tout le monde. En fait, ce qui est déterminant, dans quelle mesure êtes-vous perçu comme tentant de défendre les intérêts des Canadiens et des Canadiennes, qu'ils soient syndiqués ou non. La confiance à l'égard des syndicats, le droit à la grève, le fait que l'on recommande les jeunes à se syndiquer, il y a une corrélation avec ce que fait ou ne fait pas le mouvement syndical. En d'autres mots, le grand public évalue non pas ce que vous obtenez à la table de négociation, mais plutôt ce que vous allez pouvoir réaliser sur la scène publique. Bon, il n'y a pas de doute que la fusion de 2 grands syndicats à ce congrès historique et l'engagement vis-à-vis la justice sociale et le changement social, c'est le premier pas pour regagner la confiance du grand public. Et ce premier pas est important, certes, mais il est tout aussi important de s'assurer
d'éviter, par négligence ou autre, de jeter de l'huile sur le feu, de ceux qui voudraient que vous soyez du mauvais côté, que vous vous prêtiez à ceux qui voudraient monter les syndicats contre le grand public. Par les temps qui courent, il n'a jamais été aussi important de démontrer que ce qui est bien pour le mouvement syndical, c'est bon pour le Canada. Mais aussi, ce qui est bon pour le Canada est bon pour le mouvement syndical. Vous allez devoir montrer et rappeler au grand public que d'offrir des biens et services, c'est votre raison d'être. Vous êtes là pour desservir le grand public et que de retirer vos services, c'est une aberration. Vous devez faire entendre votre voix alors qu'on est à débattre des questions qui sont importantes aux yeux du grand public. Regardez ce qui se passe avec les jeunes et le chômage. Le taux est élevé et pour la première fois, les diplômés des collèges, des universités n'arrivent pas à trouver un emploi digne de ce nom. Qui mieux placé que Unifor pour être à la tête du peloton, pour mettre fin à cette travestie? Il est clair que ces subventions du gouvernemental vont se solder par une catastrophe. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Une politique gouvernementale selon laquelle le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les entreprises vont contribuer 50 000 $ ou enfin 5 000 $ pour former un travailleur alors que le mouvement syndical n'est pas à la table est voué à l'échec. Je ne suis pas spécialiste, mais le fait qu'un dirigeant à la Ford Motor comprend mieux les besoins de formation que le travailleur, donc sur le plancher, que le dirigeant syndical qui représente le travailleur sur le plancher, eh bien ça me paraît ridicule. Mais il y a eu aussi un fiasco pour ce qui est du programme des travailleurs étrangers, où on est à les exploiter et où on enlève les emplois aux Canadiens. Personne, encore une fois, n'est mieux placé pour ce qui est du milieu du travail, du marché du travail, que le mouvement syndical. Et puisque vous y êtes, pourquoi ne pas faire preuve de pragmatisme, notamment ce qui a trait à l'environnement, comme quoi il faut choisir, et c'est faux, choisir entre la croissance économique et l'environnement. Non seulement le mouvement syndical est bien positionné pour relever ces questions, mais en participant au débat public, armé de raison, en s'engageant au bien public, vous allez rendre un service au Canada et aux Canadiens. Après ce week-end, les yeux de la nation seront sur Unifor et s'ils aiment ce qu'ils voient, leur cœur et leur esprit suivra. Merci beaucoup. Thank you very much.